Il existe des histoires qui naissent dans le tumulte, d'autres dans le fracas brutal d'un scandale soudain, et puis il y a celles, plus insidieuses, qui se construisent lentement dans le silence, dans les fissures invisibles du quotidien, jusqu'au jour où tout s'effondre. L'histoire de Jean-Marie Bigard, humoriste célébré, figure controversée mais incontestablement populaire de la scène française, appartient à cette dernière catégorie. Une histoire où la lumière vive des projecteurs n'a pas réussi à chasser les ombres qui s'étendaient derrière lui. Une histoire où le rire n'a plus suffi à masquer les blessures d'un homme qui croyait avoir trouvé, tardivement dans sa vie, la stabilité affective qu'il pensait ne jamais connaître. Pendant des années, Bigard a construit l'image d'un homme entier, explosif, parfois brutal dans ses mots mais d'une sincérité que personne ne pouvait réellement lui contester. Sa carrière, jalonnée de spectacles cultes et de polémiques retentissantes, l'a souvent dépeint comme un franc-tireur du paysage médiatique. Pourtant, derrière ce personnage public, il existait un homme animé par un besoin profond de loyauté, d'amour et de reconnaissance affective. Et c'est précisément ce besoin, fragile par nature, qui rendra la chute d'autant plus dévastatrice. Car avant d'arriver au moment brutal où il découvre l'infidélité de sa femme, il y a eu des signaux, des murmures, des doutes qui au départ ressemblèrent davantage à des impressions passagères qu'à une véritable menace. Tout a commencé par de petites choses, un changement subtil dans le ton de sa compagne, des absences de plus en plus fréquentes sous prétexte de réunions, d'engagements professionnels ou de simples sorties entre amis. Rien d'alarmant en soi, du moins pas assez pour qu'un homme habitué aux tourments de la vie publique s'inquiète immédiatement. Mais les histoires de trahison ne commencent jamais par un cri. Elles commencent par un soupir, une ombre, un geste trop vite détourné. Au fil des semaines, Bigard avait senti quelque chose lui échapper. Sans pouvoir l'expliquer clairement, il ressentait qu'un fragment de son quotidien semblait désynchronisé. Il évoquait parfois ce sentiment étrange auprès de quelques proches, mais toujours avec la légèreté d'un homme qui ne veut pas paraître jaloux ou paranoïaque. Après tout, n'était-il pas Jean-Marie Bigard, celui qui avait passé sa vie à défier les critiques, à survivre aux tempêtes médiatiques, à se relever même lorsque le public semblait se détourner? La fragilité sentimentale, pensait-il, n'était pas pour lui. Et pourtant, le changement le plus spectaculaire fut la distance émotionnelle de sa compagne. Elle, autrefois si présente, si volontaire pour le soutenir dans ses combats médiatiques, commença peu à peu à se retirer. Ses réponses devenaient plus courtes, ses regards plus fuyants, ses sourires plus mécaniques. Ce qui aurait pu n'être qu'une période de fatigue ou une surcharge professionnelle se transforma rapidement en une fracture presque palpable dans leur intimité. Bigard, qui avait traversé tant de tempêtes dans sa vie artistique, ne savait pas gérer le doute dans la sphère privée. Pour lui, l'amour devait être un refuge, un espace où la vulnérabilité était permise. Mais à mesure qu'il cherchait à comprendre, les silences de sa femme devenaient plus lourds, presque coupants. Jusqu'au jour où il remarqua un changement plus troublant encore. Elle semblait non seulement distante, mais parfois heureuse, loin de lui. Une gaieté discrète, presque coupable, lorsqu'elle recevait certains messages, lorsqu'elle s'éclipsait dans une autre pièce pour répondre, lorsqu'elle rentrait tard en prétextant un dîner improvisé. Au début, il tenta de rationaliser. Il tenta de se convaincre que ce n'était qu'une impression, qu'un état d'esprit passager, qu'une fatigue personnelle projetée sur la relation. Mais les faits, eux, ne tardèrent pas à s'imposer. Une odeur de parfum différente, un vêtement soigneusement repassé alors qu'elle n'avait nulle part où aller selon ce qu'elle lui avait dit, un éclat étrange dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses nouveaux projets. Et surtout, cette sensation, inclassable mais tenace, qu'elle se préparait avant tout pour quelqu'un d'autre. Ce sentiment, aucun homme ne l'oublie jamais. À mesure que les indices s'accumulaient, Bigard commença à ressentir un malaise profond. Lui qui, sur scène, savait improviser face à n'importe quel imprévu, se retrouvait incapable d'improviser dans sa propre vie sentimentale. L'humoriste se taisait, le compagnon, lui, souffrait en silence. Il essayait parfois de provoquer des discussions, mais chaque tentative finissait en pirouette oratoire, en explications vagues, en esquives subtiles mais fermes. Elle ne voulait pas parler, et il ne voulait pas penser à l'impensable. Pourtant, il le savait, quelque chose n'allait plus. Les proches de Bigard racontent qu'à cette période, il paraissait énervé sans raison, distrait, presque absent, lors de ses rares apparitions publiques. Son humour perdait un peu de sa verve, ses interviews semblaient teintées d'une lassitude inhabituelle. Les journalistes parlaient d'un Bigard fatigué, marqué par les années de polémique, par les combats politiques, par la pression médiatique. Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient que ce n'était pas ça, qu'il se passait quelque chose de plus intime, de plus grave, de plus irréparable. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il trouvait un appartement qui n'était plus un foyer. Une atmosphère tendue, des conversations minimalistes, des gestes mécaniques, chaque détail semblait lui hurler une vérité qu'il refusait encore d'admettre. Il vivait dans une attente silencieuse, dans un entre-deux douloureux, où la peur de perdre était plus forte que le désir de comprendre.
Et pourtant, le pire restait encore à venir. Un jour, peut-être un jeudi, peut-être un dimanche, il n'a jamais voulu le préciser. Il remarqua quelque chose d'infime mais décisif. Un message qui s'affichait brièvement sur l'écran du téléphone de sa femme. Un prénom masculin qu'il ne connaissait pas. Un émoji qu'elle n'utilisait jamais avec lui, un ton trop léger, trop intime pour être anodin. Ce fut, dira-t-il plus tard, l'instant où son cœur s'est fissuré. Il voulut demander mais sa gorge se serra. Il voulut sourire mais son visage se crispa. Il voulut ignorer mais sa conscience refusa. À partir de ce moment précis, le doute ne fut plus une intuition. Il devint une certitude en formation. Une vérité qui s'écrivait sous ses yeux, lettre après lettre, dans les espaces qu'elle laissait derrière elle. Il commença alors à observer davantage. Les horaires, les messages, les rendez-vous imprévus, les absences prolongées. Tout ce qu'il n'avait jamais voulu voir s'alignait progressivement dans un tableau cohérent, implacable. Il comprit. Mais comprendre ne signifie pas accepter, et encore moins pardonner. La suite, dramatique, brutale, bouleversante, commencera véritablement lorsque Bigard décidera d'affronter ce qu'il redoutait le plus. La vérité nue, crue, sans filtre. Une vérité qui allait briser non seulement son couple, mais aussi l'image qu'il avait de lui-même, de sa place dans sa famille, de sa capacité à être aimé. Ce moment-là, celui de la révélation, ouvrira un chapitre encore plus sombre. Un chapitre où l'humoriste deviendra un homme blessé, un mari trahi, un être humain qui doit regarder l'impensable droit dans les yeux. Et c'est précisément à cet instant que commence la véritable descente aux enfers. Il existe des instants dans une vie où le temps semble se suspendre, où chaque seconde devient un poids insupportable, où l'on comprend que rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant. Pour Jean-Marie Bigard, cet instant eut la violence d'un coup de poing invisible, d'une déflagration intérieure qui ne laisse derrière elle que fragments, cendres et silence. L'humoriste, habitué à manier les mots comme des armes ou des boucliers, s'est retrouvé soudain démuni, incapable de rire, incapable de parler, incapable même de respirer normalement. Car ce qu'il redoutait depuis des semaines venait enfin de se confirmer. Sa femme le trompait, et pas seulement par un flirt passager ou une amitié ambiguë. Non, il s'agissait d'une véritable liaison, construite, assumée, secrète, mais passionnée. Le choc pour Bigard fut si violent qu'il s'en souvient encore dans les moindres détails. Ce n'était pas une scène de film, pas une dispute théâtrale, pas une confrontation violente. Non, la vérité lui éclata en plein visage avec la froideur d'un message, la sécheresse d'un échange numérique. Un jour, laissé seul dans le salon, il vit par hasard, ou peut-être par destin, un message s'afficher sur l'écran du téléphone de sa femme posé sur la table. Une simple notification, un prénom inconnu suivi d'un cœur discret, presque délicat mais terriblement accusateur. Ce fut suffisant. Tout son corps se tendit, son souffle se coupa, ses mains tremblèrent. On raconte qu'à cet instant précis, un silence glacial envahit la pièce, comme si les murs eux-mêmes retenèrent leur souffle. Il savait qu'il ne devait pas regarder davantage. Il savait que franchir cette limite reviendrait à ouvrir une porte qu'il ne pourrait plus jamais refermer. Mais la souffrance, la peur, le doute accumulé pendant des semaines eurent raison de lui. Il saisit le téléphone, hésita une dernière fois, puis dans un geste tremblant mais déterminé, glissa son doigt sur l'écran. Là, sous ses yeux, des phrases brèves mais chargées d'une intimatie indéniable s'affichèrent. « Je pense à toi. Hier était incroyable. Tu me manques déjà. » 3 phrases, 3 coups de poignard. Bigard sentit ses jambes flancher. Il s'assit lourdement, chancela même, comme si tout son univers venait de se décomposer. Ces mots n'étaient pas des suppositions, pas des interprétations, pas des ambiguïtés. Ils étaient la preuve brute, irréfutable, que sa femme partageait quelque chose d'intime, de charnel, de profondément affectif avec un autre homme. Ce fut la fin de son déni et le début de sa douleur. L'humoriste racontera plus tard qu'il ressentit une sorte de vertige, comme si son propre corps se détachait de lui. Ses mains devinrent froides, sa vision se troubla. La pièce sembla tourner autour de lui. Il tenta de respirer profondément, mais l'air semblait lui manquer. Il ne pleura pas immédiatement, le choc était trop grand pour que les larmes viennent. À la place, il resta immobile de longues minutes, incapable de comprendre comment il avait pu passer à côté de quelque chose d'aussi énorme. Puis, la colère monta. Une colère sourde, brûlante, presque suffocante. Une colère qui s'adressait autant à sa femme qu'à lui-même. Comment avait-il pu être aussi naïf? Comment avait-elle pu lui mentir avec une telle aisance? Comment avait-elle pu partager leur lit, leur maison, leurs projets, alors qu'elle offrait son cœur et son corps à un autre? Mais la colère céda rapidement la place à un sentiment bien plus dévastateur, la tristesse. Une tristesse profonde, écrasante, qui semblait lui broyer la poitrine. Il pensa à tous les moments partagés, aux gestes tendres, aux promesses échangées, aux éclats de rire, aux soirées tranquilles passées à deux. Et il comprit que tout cela n'était plus qu'un souvenir fissuré, un tableau désormais contaminé par la trahison. Quand sa femme rentra ce soir-là, Bigard n'était plus le même homme. Il s'était préparé mentalement à l'affrontement, mais en réalité, il ne savait pas comment aborder ce cataclysme intime.
Devait-il crier? Devait-il demander calmement? Devait-il pleurer? Sa tête bouillonnait, son cœur tambourinait, ses mains tremblaient. Finalement, il ne dit qu'une phrase, simple mais terriblement lourde. « On doit parler ». Elle comprit immédiatement. Son visage changea. La couleur quitta ses joues, ses épaules se crispèrent, ses yeux évitèrent les siens. Ce langage du corps, il ne l'avait que trop vu ces dernières semaines. Mais cette fois, il le lisait avec une clarté douloureuse. Elle savait que la vérité était sortie de l'ombre. La conversation qui suivit fut l'une des plus difficiles de sa vie. Il lui montra les messages, elle détourna le regard, il demanda depuis combien de temps cela durait. Elle resta silencieuse. Il la supplia presque de répondre, de lui offrir une explication, un contexte, une raison, quelque chose à quoi se raccrocher. Mais il n'y avait rien qui puisse soulager sa douleur. Finalement, elle avoua d'une voix brisée que la relation avait commencé plusieurs mois auparavant, qu'elle ne savait pas comment arrêter, qu'elle s'était perdue elle-même dans une passion qu'elle n'avait pas vue venir. Ces mots furent une seconde déflagration. Car la trahison physique n'était rien en comparaison de ce qu'elle avoua ensuite. Elle avait des sentiments pour cet homme. À cet instant précis, Bigard sentit son cœur se briser réellement. Il comprit qu'il n'avait pas seulement perdu la confiance de sa femme, ni même uniquement son amour. Il avait perdu la place qu'il pensait occuper dans sa vie. Il n'était plus son refuge, ni son confident, ni son partenaire. Il n'était plus l'homme qu'elle choisissait, il était devenu un point d'ancrage du passé, un souvenir confortable, mais dépassé. La douleur devint alors presque insupportable. L'humoriste, pourtant habitué aux scènes, aux débats, aux confrontations publiques, se retrouva sans voix. Ce n'était pas un plateau télé, ce n'était pas un sketch. Ce n'était pas un moment qu'il pouvait désamorcer par un trait d'humour. C'était sa vie, son foyer, son cœur. La nuit qui suivit fut une des plus longues de son existence. Ils ne parlèrent presque pas. Elle dormait dans une autre pièce. Lui restait assis sur le canapé, le regard vide, tentant de comprendre comment reconstruire quelque chose de définitivement brisé. Vers 4 heures du matin, il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre et observa la rue silencieuse. À cet instant précis, il comprit qu'une page venait d'être tournée, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura, pas de rage, pas de frustration, mais de chagrin pur, profond, écrasant. Il pleura pour son mariage, pour la confiance perdue, pour l'homme qu'il avait été, pour l'avenir qu'il imaginait et qui venait de s'effondrer. Mais il pleura aussi de peur, peur de la solitude, peur de l'humiliation publique, peur du regard des autres, peur de devoir réapprendre à vivre sans elle. Car Jean-Marie Bigard, derrière son humour tranchant et sa façade d'homme invincible, était avant tout un être humain. Un homme qui aimait profondément, un homme qui venait d'être trahi. Au lendemain de la révélation, lorsque le soleil se leva sur la maison silencieuse, Jean-Marie Bigard n'était plus l'homme qu'il avait été la veille. Quelque chose en lui s'était brisé de manière irréversible. On dit souvent que les ruptures, les trahisons, les séparations violentes transforment un être humain. Mais pour Bigard, cette transformation fut bien plus qu'un simple changement émotionnel. C'était une métamorphose lente, douloureuse, presque organique, où chaque pas vers l'avant semblait peser 2 fois plus lourd que le précédent. Il se réveilla ce matin-là avec la sensation d'avoir dormi sous un éboulement. Sa tête bourdonnait, son corps était lourd, et son cœur semblait réduit à un fragment fragile battant difficilement. Il se leva, traversa le couloir et passa devant la porte de la chambre où dormait, ou faisait semblant de dormir, la femme qu'il avait tant aimée. Il ne s'arrêta pas. Il n'en avait plus la force. Dans la cuisine, il resta de longues minutes immobile, les mains posées sur la table, cherchant un sens, un repère, n'importe quoi qui puisse apaiser un instant la douleur qui lui lacérait la poitrine. Les objets quotidiens, une tasse, un journal, un paquet de café, semblaient redevenir étrangers, comme si sa vie entière se trouvait soudain décalée, déplacée sur un plan qu'il ne reconnaissait plus. C'est souvent dans ces moments extrêmes que les personnages publics deviennent extrêmement vulnérables. Car la vie privée, lorsque l'on porte un nom célèbre, n'est jamais totalement privée. Bigard le savait, il connaissait le pouvoir destructeur des rumeurs, la vitesse à laquelle une information intime pouvait se propager, la cruauté avec laquelle le public pouvait juger sans savoir. Et pourtant, malgré cette expérience, il ne se sentait pas armé pour affronter ce qui l'attendait. Le choc émotionnel se transforma progressivement en une forme de vertige existentiel. Qui était-il, maintenant que son couple n'était plus ? Que restait-il de lui, en dehors des projecteurs, en dehors des plateaux télé, en dehors de son personnage public ? L'humoriste, qui avait bâti sa carrière sur la provocation et l'excès, se retrouvait confronté à l'une des réalités les plus banales mais les plus douloureuses, celle de l'abandon. Pendant plusieurs jours, il erra dans la maison comme une ombre. Il parlait peu, il mangeait à peine. Les quelques amis proches qui l'appelaient percevaient immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mais Bigard restait évasif. La honte, ce sentiment insidieux, s'était glissé en lui. Non pas qu'il se sentît coupable, il savait qu'il n'était pas responsable de la trahison de sa femme, mais il craignait le regard des autres, la compassion maladroite, la curiosité malsaine, la condescendance involontaire. Il prit finalement une décision.
Partir quelques jours, loin de la maison, loin des souvenirs, loin des murs qui semblaient lui renvoyer sans cesse l'image de sa douleur. Il s'installa dans un petit appartement qu'il possédait depuis des années, mais qu'il n'utilisait presque jamais. Là, dans cet espace modeste, dépouillé, il trouva enfin un silence qui n'était pas oppressant. Un silence qui lui permit de respirer, de réfléchir, de commencer à analyser ce qui venait de se produire. Ce fut à ce moment-là qu'il comprit la dimension psychologique de son effondrement. Il n'avait pas seulement perdu sa femme, il avait perdu une partie de lui-même, celle qui croyait encore à la stabilité, à la fidélité, à l'amour mature. La trahison avait dévoré ses certitudes comme un feu incontrôlable. Il oscillait entre colère, tristesse, confusion et parfois même un étrange sentiment de soulagement, celui d'avoir enfin mis un mot, une explication à des mois de malaise. Mais ce soulagement était fugace, presque ironique. La douleur, elle, restait. Les jours passaient lentement. Par moments, il tentait de se replonger dans le travail, écrivant quelques notes pour un éventuel spectacle, mais il se rendait compte rapidement qu'il n'en avait ni l'énergie ni l'inspiration. Les mots venaient, mais ils sonnaient creux. L'humour, qui avait toujours été sa plus grande arme, son refuge, sa catharsis, semblait lui échapper. Les blagues qu'il griffonnait ne le faisaient même plus sourire. Alors, il fit ce que beaucoup de personnes brisées finissent de par faire. Il entreprit un dialogue intérieur, une introspection profonde, douloureuse, mais nécessaire. Il se remémora les mois précédents, les choix, les signaux ignorés, les conversations inachevées. Il tenta de comprendre à quel moment son couple avait commencé à vaciller. Était-ce une erreur de sa part? Était-elle malheureuse? Ou avait-elle simplement suivi un désir qu'elle refusait de reconnaître? Ces questions, il savait qu'elles n'auraient jamais de réponse claire, mais les poser était déjà un progrès. Le tournant décisif arriva lorsqu'il reçut un message d'un ami de longue date qui lui écrivit simplement « Tu n'es pas seul, on est là quand tu veux ». Ces quelques mots, anodins pour certains, furent pour Bigard une bouée. Il décida d'accepter cette main tendue. Lorsqu'il retrouva ses amis, il éclata en sanglots. Pas par faiblesse, mais par libération. Pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait plus obligé de jouer un rôle. Il pouvait être vulnérable, fragile, humain. Il raconta tout. La découverte, les messages, l'aveu de sa femme, la douleur, la solitude, la peur du futur. Et ses amis, au lieu de juger ou de s'apitoyer, l'écoutèrent en silence, avec respect, avec sincérité. Ce fut là, dans cet espace fraternel, que Bigard comprit qu'il n'était pas condamné à souffrir éternellement, qu'il avait encore des forces, malgré tout, qu'il pouvait reconstruire quelque chose, même si ce ne serait plus jamais comme avant. La suite de ce processus fut longue, semée d'embûches, mais marquée aussi de petites victoires. Une nuit où il dormait un peu mieux, une journée où il se sentait moins accablé, un rire spontané retrouvé en regardant une vieille vidéo. Il réalisa progressivement que le temps, s'il ne guérit pas tout, apaise au moins ce qui semble insurmontable. Un jour, il prit une décision capitale. Parler publiquement. Pas pour créer un scandale, pas pour se poser en victime, mais pour redevenir maître de son récit. Pour affirmer qu'il traversait une épreuve, oui, mais qu'il refusait d'y être défini. Dans une interview sincère, presque dénudée, il déclara « Je suis tombé, je me suis brisé, mais je me relève, lentement, mais sûrement ». Ces mots firent le tour des médias. Certains saluèrent son courage, d'autres s'étonnèrent de sa transparence, mais tous reconnurent une chose. Bigard n'était plus simplement un humoriste provocateur. Il était un homme qui affrontait sa douleur avec dignité. Et c'est là, dans cette nouvelle posture, que commença véritablement sa renaissance. Car si la trahison avait détruit une part de sa vie, elle avait aussi révélé une force qu'il ne soupçonnait pas. Une force née de la vulnérabilité, de l'honnêteté brute, de la capacité à regarder la vérité en face. Bigard comprit que la reconstruction ne signifiait pas oublier, mais accepter. Non pas effacer le passé, mais apprendre à vivre avec ses cicatrices. Et ainsi, lentement mais sûrement, l'homme blessé devint un homme debout. Non pas intact, mais transformé. Non pas indemne, mais plus lucide. Non pas triomphant, mais résilient. Il arrive un moment, dans chaque histoire brisée, où la douleur cesse d'être une tempête pour devenir un écho lointain. Un murmure amer, certes, mais un murmure tout de même. Pour Jean-Marie Bigard, cet instant n'est pas venu d'un coup. Il n'a pas surgi comme une illumination, ni comme un événement spectaculaire. Il est apparu progressivement, comme une lumière timidement perceptible à travers les fissures d'un mur écroulé. Une lumière fragile, mais réelle. Une lumière qui ne disait pas « tout ira bien demain », mais plutôt « tu peux recommencer à ton rythme ». Après des semaines d'introspection, de colère et de larmes silencieuses, Bigard a compris une vérité fondamentale. La vie n'est pas faite pour être comprise, mais pour être traversée. Même blessé, même meurtri, même transformé. Il n'était plus l'homme d'hier et il ne le serait plus jamais. Mais cela ne signifiait pas qu'il était condamné à rester prisonnier de son passé. Bien au contraire, cette fracture intime lui offrait, paradoxalement, une opportunité de renaître. Il commença petit à petit à réapprendre des gestes simples, se réveiller sans la boule au ventre,
prendre un café avec un certain calme, sortir, marcher sans que chaque visage croisé lui rappelle la trahison, sourire à un inconnu, écouter de la musique sans s'effondrer. Chaque action était un acte de résistance, un acte de survie, un acte d'humanité retrouvée. Ce processus, lent et chaotique, fut aussi un processus de vérité. Car jamais auparavant Bigard n'avait été aussi lucide sur lui-même. Il reconnut ses erreurs, ses angles morts, sa confiance parfois trop totale, son silence trop long face aux premiers signes. Mais il refusa de se blâmer. Et c'est dans ce refus que naquit sa véritable force. La rupture, aussi brutale soit-elle, avait quelque chose de paradoxalement libérateur. Elle lui avait permis de couper avec des illusions, de s'affranchir d'un amour devenu possession, de comprendre que la fidélité n'est pas une monnaie que l'on investit pour obtenir un retour garanti, mais un don pur qui peut parfois être trahi. Ce n'était pas sa faute, ce n'était pas une faiblesse, c'était la vie, dans ce qu'elle a de plus humain et de plus cruel. L'humoriste, connu pour ses coups d'éclat et ses mots tranchants, trouva finalement une forme d'apaisement dans quelque chose de profondément opposé à sa nature, le silence. Un silence non pas imposé, mais choisi. Un silence dans lequel il plongea pour retrouver sa voix intérieure, celle qu'aucun scandale, aucune rupture, aucun drame ne pourrait jamais lui retirer. Et c'est dans ce silence que se produisit un phénomène inattendu. L'envie de créer revint. Pas une envie explosive, pas une bouffée d'inspiration spectaculaire. Juste un besoin d'écrire quelques lignes, de raconter quelques émotions, de transformer la douleur en matière artistique. Car au fond, Bigard n'a jamais cessé d'être un conteur. La scène lui manquait, le public lui manquait, le partage lui manquait. Et il comprit que le meilleur moyen de guérir était de transformer sa blessure en parole, en récit, en pont vers les autres. Avec le temps, cette renaissance intérieure se transforma en un engagement profond. Celui d'être authentique, de ne plus jouer un rôle pour plaire ou pour cacher une fragilité. Ce nouveau Bigard, plus calme, plus humain, plus nu dans ses émotions, surprit le public. Beaucoup le trouvaient de changer. Plus doux, plus vrai, et paradoxalement, plus drôle, car l'humour, lorsqu'il naît de la vérité, devient plus percutant que jamais. La vie ne lui a pas rendu ce qu'elle lui a pris, mais elle lui a offert quelque chose de différent, la possibilité de se reconstruire, de se réinventer, de devenir un homme non pas plus fort, mais plus conscient. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque cette période sombre, ce n'est plus avec rage ou amertume. C'est avec distance, lucidité et même une certaine paix. Il dit souvent « On ne survit pas à une trahison, on renaît après. Et la renaissance, parfois, vaut mieux que la vie d'avant. » Ces mots, lourds d'expérience, résonnent comme un testament émotionnel. Car ce qu'il a vécu n'est pas seulement l'histoire d'une rupture, mais l'histoire d'une reconstruction. L'histoire d'un homme qui a traversé le pire pour redécouvrir l'essentiel, lui-même. Dans un monde où la célébrité expose chaque faille, où le jugement des autres pèse plus lourd que les blessures intimes, Bigard a réussi à imposer un message simple mais puissant. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est une vérité. Et c'est précisément cette vérité qui donne force, sens et profondeur à la suite de sa vie. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché, questionné ou simplement accompagné pendant un moment de votre propre vie. Merci. Merci du fond du cœur de votre présence, de votre temps, de votre confiance. Je suis journaliste depuis 15 ans, passionné par l'analyse, la narration, l'humain derrière les projecteurs. À travers chaque article, chaque récit, mon objectif est toujours le même, raconter la vérité émotionnelle, celle que l'on ne voit pas toujours dans les médias traditionnels. Des histoires de célébrités, oui, mais surtout des histoires humaines. La chute, la souffrance, la renaissance, la fragilité, la lutte silencieuse que chacun de nous connaît un jour ou l'autre. Si vous voulez continuer à lire des enquêtes, des récits exclusifs, des analyses profondes, des histoires touchantes, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne. Votre soutien me permet de continuer à écrire, à enquêter, à dévoiler ces fragments de vie que personne ne raconte. Votre abonnement, votre like, votre commentaire, chaque geste compte. Chaque geste construit cette communauté. Chaque geste donne vie à de nouveaux récits. Alors abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous pour les prochaines histoires. Il y aura d'autres révélations, d'autres enquêtes, d'autres destins bouleversants. Et je serai là pour les raconter, avec honnêteté, avec profondeur, avec passion. Merci encore, à très bientôt pour un nouveau